Ah, 2023. L'ère de TikTok, de la diminution du temps d'attention, de la dopamine par cargaison. Est-ce que vous pensez que c'est possible, à cette époque, de passer un bon moment devant un film de 1994, en noir et blanc, hongrois, et qui dure 7h19? Eh ben, si vous voulez la réponse à cette question, et vous n'avez pas le temps de passer 7 heures devant le canapé, cette vidéo, c'est pour vous. Alors, Satan Tango, ou le Tango de Satan en français, c'est un film hongrois réalisé par Béla Tarr et sorti en 1994. Ouais, une année pas vraiment marquante pour le cinéma, ouais. Pas grand chose à dire dessus, ouais. Vraiment rien de faux à signaler, hein, on peut continuer. Le film est une adaptation du roman éponyme écrit par László Krasna-Orkai en 1985. Tourné entièrement en noir et blanc, il se caractérise surtout par sa durée, 7h19 exactement. Un grand 439 minutes de film. Si on compte pas les films expérimentaux, c'est le 17e film le plus long de l'histoire. Le premier, c'est un film bangladais qui dure 21h. Et non, j'ai pas envie de le regarder pour l'instant, arrêtez. Les critiques sont unanimes, hein. C'est un classique. Il a même une note de 100% sur Rotten Tomatoes, 8,2 sur IMDb et encore 4,3 chez nous en France sur Allociné. 7h19 de film, c'est long, ouais, c'est très long. C'est plus une barrière à l'entrée à ce niveau-là, c'est vraiment une grande muraille de Chine. Une muraille qu'aujourd'hui on va détruire pour découvrir ce film culte et mystérieux ensemble. Bon, petite précision avant de commencer, moi je suis pas critique de film professionnel, je suis pas expert en cinéma. Cette vidéo, ce sera pas vraiment une analyse très pointue du film, c'est plutôt l'expérience d'un spectateur lambda qui regarde un film de 7h30, un truc un peu unique quoi. Ah oui, je vais spoiler fort tout le film, donc si vous voulez le voir, attention. Donc maintenant, c'est parti, vous savez tout, on peut se lancer dans Satan Tango, le tango de Satan. Alors le film s'ouvre sur un plan séquence de 8 minutes sur un troupeau de vaches qui errent en liberté. Bon, déjà, ça met bien dans l'ambiance, on est dans un petit village paumé en Hongrie et il fait gris. Ouais, j'adore le rap, la plume, tout ça, ça se voit que je suis à l'aise. Ensuite, on est introduit à deux personnages, Futaki et Madame Schmidt, qui sont réveillés par le bruit d'un clocher après une bonne nuit d'amour. Là, Ciel, mon mari, Monsieur Schmidt débarque et annonce à sa femme qu'ils vont quitter le village car il a manigancé un plan avec un autre villageois pour voler l'argent de la ferme collective. Futaki, bien planqué, entend ça et évidemment veut sa part du gâteau. Miranda. Il réussit à rentrer dans le coup, mais le plan est directement suspendu quand ils apprennent le retour au village de leur ancien collègue Irimiash, que tout le monde croyait mort depuis 2 ans. Irimiash, c'est lui, avec son acolyte Petrina, qu'on va plutôt appeler Grenipio à partir de maintenant parce qu'il ressemble au Pokémon avec son petit bonnet tout mignon. En fait, ils étaient pas morts du tout, juste en prison, et ils arrivent au village via la rue la plus sale de tous les temps. Et c'est Paris ou quoi là? C'est Paris en fait, c'est Paris en ce moment. Force à mes éboueurs, le combat continue les rois. Bon, Irimiash va être le perso le plus important, donc retenez bien son nom et son visage. Les deux revenants sont convoqués par le capitaine de police du coin, qui leur passe un savon à la conseiller pour l'emploi un peu. En fait, on comprend que le capitaine les force à bosser pour lui contre leur liberté, mais on découvrira en quoi consiste cette mission plus tard. Petit flashback, habituez-vous, va y en avoir quelques-uns. On découvre le personnage du docteur, qui observe la scène du début et note tout dans son carnet. On découvre son lifestyle qui consiste en gros à observer ses voisins toute la journée et à suivre ce que j'appelle le régime Renault, c'est-à-dire fumer des clopes à la chaîne et s'enquiller des grands verres de liqueur. Mais le pire, c'est que ces salauds vont fermer tous mes bistrots. Évidemment, les actions ont des conséquences, en voulant se lever, il s'écroule. Se fait une petite piqûre à la Far Cry et c'est reparti pour s'en remettre la pire. Mais d'un coup c'est le drame, il n'y a plus de tease. Bon là, il faut aller en chercher d'urgence. Il affronte tous les éléments pour son refill de liqueur, mais juste avant d'arriver au bar du village, il se fait alpaguer par une petite fille en détresse, il tombe comme un nulos, l'insulte, puis la pourchasse dans les bois, sans succès, et finit par s'évanouir près d'un arbre, comme un bon poivreau qui se respecte. Il est retrouvé au petit matin par un villageois qui le remorque carrément vers l'hôpital, et c'est la fin de la première partie du film. Bon, vous doutez bien que j'ai pas regardé les 7 heures de film non-stop, collé devant mon écran, sans pause. Effectivement, j'ai suivi un peu la manière dont il est diffusé dans les salles, en 3 parties, et c'est là où j'ai fait ma première pause, donc vous aussi vous avez le droit à une. Nouveau flashback, je vous avais dit. On est le matin avant les aventures du docteur Renault, on découvre Eshtike, petite fille mentalement instable depuis qu'elle a vu son père pendu dans la grange. Ouais, c'est pas un film très fun, mais le pire est à venir, vous allez voir. Elle décide dans un élan de folie de torturer son chat, et ça devient donc mon ennemi numéro 1 de ce film. Bon, je vous montre pas, mais ça dure, c'est vraiment horrible, c'est l'une des pires parties du film à regarder. Et finalement, elle va au bout de son délire et empoisonne le chat avec de la mort au rat. Elle sort de l'écran maintenant, j'ai juré, là, si t'es un homme, sors de l'écran. Et après ça, toujours en plein délire, elle se dirige vers le village pour chercher de l'aide, parce que là, vraiment, ça va pas du tout. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe au bar du village? Tout le village a peur du retour du mystérieux Irimiash. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Eh ben, on se met le caisson de l'année, évidemment. Attention, préparez-vous, parce qu'après avoir eu le pire moment du film, on a maintenant le moment le plus drôle du film.
Voilà, ça c'est incroyable. Hein. Echtiki est totalement en détresse, regarde la fête par la fenêtre, personne ne la remarque, personne pour l'aider. On découvre maintenant via sa perspective que c'était elle, la petite fille, qui a tenté d'alpaguer le docteur Renaud. Et évidemment sans succès, hein, comme on a vu, il était bien trop rond. Et puis après avoir erré toute la nuit, elle se retrouve dans les ruines du coin, et certainement torturée par les remords et sa maladie, elle s'empoisonne et meurt avec son chat dans les bras. C'est pas rigolo, hein, je dis plus rien, c'est pas marrant. Hein. Au même moment, qu'est-ce qui se passe au bar du village? Ok. Bon, le lendemain, Irimiash arrive enfin au village, pile pour l'enterrement d'Echtiki. Et là, il shame à fond les villageois pour la mort de la petite fille. Hadd tegyem fel maguknak a kérdést. Nem vagyunk mindannyian bűnösök. Et il en profite pour leur proposer, selon lui, le seul moyen pour sauver cette communauté en déclin, repartir à zéro et créer une nouvelle ferme commune dans un manoir pas loin. Et sauf que pour ça, il a besoin d'argent. Tout l'argent du village. Bon, évidemment, là, je vous résume, mais il fait ça dans un discours poignant de 10 minutes sans coupure, donc vraiment bravo. Bon, évidemment, hein, ça fonctionne. Tout le monde fait le Lydia sans broncher. Lydia, si vous regardez cette vidéo, sponsorisez-moi, Lydia, putain. Et le jour même, la commune prend la route vers le manoir, où ils ont rendez-vous le lendemain matin avec Irimiash pour enfin commencer cette nouvelle vie. Ils arrivent enfin au manoir après une très très longue route, et pour fêter, évidemment... J'ai l'impression qu'il y a un petit souci d'alcool en Hongrie à cette époque-là. Je sais pas, quelques indices quoi, quelques petits indices. Finalement, ils s'endorment dans ce qui ressemble plus à un squat qu'à un manoir. Et pendant ce temps-là, Irimiash et Grenipio rédigent leur compte-rendu sur les villageois au capitaine de police. C'était donc ça leur mission secrète. Hein. Au petit matin, la commu se réveille et surprise, pas d'Irimiash. La commu s'en arnaquée, les accusations fusent et les bagarres explosent de partout. Irimiash arrive enfin, il apaise les tensions et leur annonce que le projet est reporté car ils sont sous surveillance du gouvernement. Sans blague, du coup, ouais. Ah, ça veut pas dire qu'il leur rend l'argent, en revanche, hein. Non. Mais il leur promet à tous des jobs et des logements dans différents villages, pour s'éparpiller le temps que ça se calme un peu. Donc ensuite, la répartition de la communauté par Irimiash commence. Chacun se retrouve donc avec un nouveau job et un nouveau lieu de vie. Personne ne semble broncher face à Irimiash, sauf Futaki, vu comme le plus intelligent du groupe, qui lui décide de ne pas suivre le plan d'Irimiash et de faire son propre chemin. La meilleure décision possible, car juste après, on assiste à la réception du compte-rendu d'Irimiash par la police, qui doit carrément réécrire le compte-rendu en version plus soft, tellement tous les villageois prennent la max dans le compte-rendu d'Irimiash. Schmidtné. Az ostoba nagycsöcsi nőstény helyett legyen az, hogy szellemileg éretlen, főként női mi voltát kidomborító személy. Vous vous souvenez du docteur Renaud du début? Eh ben, les villageois, pas trop. À son retour de l'hôpital, il se rend compte qu'il est tout seul dans le village. Complètement perdu, il croit répondre à l'appel des cloches du paradis. En fait, c'est juste un fou qui sonne le clocher du village sans arrêt. Chelou. Et c'est la dernière déception du docteur Renaud, car après ça, il décide de se barricader chez lui et de se laisser mourir de faim, tout en monologuant le début du film. Et c'est la fin de Chatan Tango. C'était long, déprimant et compliqué à suivre. Mais est-ce que c'est bien? C'est unique. Le film est composé de 156 plans. Ça veut dire que si on calcule, chaque plan dure en moyenne plus de 2 minutes 30. Pour comparer, la durée moyenne d'un plan d'un film hollywoodien moderne, c'est 2 secondes et demie. Et heureusement, il y a des super plans, que ce soit dans la lumière ou dans la composition. Et surtout, c'est tellement long que ça en devient presque réaliste. Parfois, t'as vraiment l'impression d'y être, t'as posé ta chaise et tu regardes autour de toi et c'est le film, quoi. Et ça a vraiment fonctionné pour moi, quand même. Mais évidemment, malgré ça, c'est quand même très long et je me suis quand même pas mal emmerdé, pour être honnête. Et quand t'arrives à rentrer dedans par moment, c'est vraiment une expérience unique. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le réalisateur Bellatar voulait que les séances se passent sans interruption. Vraiment pour appuyer sur ce côté immersif, je pense. Et vraiment, je me suis tâté à le faire pour respecter l'expérience, mais je pense que mon cerveau actuel, en 2023, ne me le permettait pas, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que à chaque fois que je reprenais le film après une pause, c'était les moments les plus difficiles. J'avais vraiment du mal à me remettre dedans et du coup tout paraissait vraiment super long. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il y avait pas mal de retours en arrière dans la narration? Eh ben on peut dire que le film est construit comme un tango. Un tango de Satan? Allez l'analyse! Non, plus sérieusement, il y a vraiment ce sentiment d'avancer puis de reculer, non seulement dans la structure du film, avec les flashbacks, les différentes perspectives sur une même scène, ou encore des plans similaires vraiment espacés dans le film pour montrer une sorte de cycle, mais pour moi, surtout dans l'arc narratif des personnages qu'on retrouve cet élément. Des villageois isolés du monde qui ont perdu tout espoir en la vie, essaient d'avancer vers un monde meilleur en suivant les fausses promesses d'Irimiash, puis sont forcés à reculer par ce dernier qui va les livrer à la police. Si on revient au tout premier plan du film, vous vous souvenez? On voit un troupeau de vaches errant sans but ni maître. Ce plan nous préparait au destin des villageois, qui sans espoir et sans direction, préfèrent suivre Irimiash pour danser le tango. Le tango de Satan.
Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Et si vous avez envie que je refasse ce format pour d'autres films qui sont un peu originaux ou un peu mystérieux, n'hésitez pas. Il me fera un plaisir d'étudier vos propositions en commentaire. En attendant, c'était Rafi, c'est tout pour moi et on se retrouve à la prochaine. Allez, c'est parti, ciao!